Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Ce matin, le podcast est un peu particulier puisque nous diffusons en direct sur l'application Formi que nous avons développée en partenariat avec Attitude Consulting. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Marussia Paré. Elle a un parcours qui sort vraiment de l'ordinaire parce qu'elle est athlète olympique, sprinteuse spécialiste du 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. Elle a fait 3 JO, championne du monde de relais 4 x 200 mètres et championne de France à plusieurs reprises. Autrement dit, elle sait ce qu'est être sous pression de la performance. Mais pendant toutes ces années, Marussia a mené en parallèle des études de psychologie. Elle a obtenu son diplôme de psychologue clinicienne en 2020, activité qu'elle pratique aujourd'hui. Elle accompagne des sportifs, des entreprises, sur les questions de santé mentale et de bien-être au travail, notamment à travers sa structure qu'elle a créée, Sport et Psycho. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce croisement entre ces deux univers. Parce que sur le papier, le sport de haut niveau et le monde du travail, ça peut sembler très différent. Mais en réalité, on y retrouve un peu les mêmes mécaniques. Et c'est ce quoi on va aborder plus tard. Ensemble, nous verrons à partir de quand cette quête de performance devient un piège, comment reconnaître les signaux avant qu'il ne soit trop tard, et surtout, comment continuer à avancer sans sacrifier sa santé mentale. Marussia, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de t'accueillir. Alors, quand on te présente comme athlète olympique et psychologue, qu'est-ce que ces deux mondes ont en commun selon toi ? Alors, effectivement, il y a des points communs. Et le premier point commun qui me vient, c'est la connaissance de soi. À quel point est-ce qu'on se connaît ? Je pense que pour être un bon psychologue, ou en tout cas pour travailler de la meilleure des façons, comme on travaille avec les êtres humains, et que les êtres humains nous renvoient des choses, je pense que c'est obligatoire que de se connaître pour aider au mieux la personne qui est en face de nous et surtout peut-être mieux gérer aussi cette relation qui peut, qui à la longue, avec des patients qu'on reçoit tout au long de la journée, qui peut ne pas être évidente à gérer. Donc, pour moi, vraiment, la connaissance de soi, que ce soit pour un sportif qui a besoin de connaître ses forces, les choses qu'il doit améliorer sans se blâmer, évidemment, qu'il ait connaissance de l'impact de tous les facteurs qui vont impacter sa performance, qui vont impacter son bien-être aussi, la qualité de ce qu'il va faire, à quel point il va être en capacité de mobiliser toutes ses compétences, tout ça. Pour moi, ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment le premier point qui se rejoint entre ces deux domaines, en plus d'être en capacité vraiment de connaître nos besoins. Je pense aussi à la conscience de soi, à quel point là, on est en capacité de prendre vraiment conscience de ce qui s'active en nous. Souvent, en psychologie, on se sert de ce que l'autre nous renvoie pour un peu aiguiller nos hypothèses et le travail. Donc, ce sont des choses vraiment qui sont très précieuses, en fait, tous les signaux qu'on peut ressentir, physiques comme émotionnels. Et c'est exactement pareil, en fait, dans le sport. C'est, par exemple, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, c'est ultra c'est nécessaire, en fait, par rapport à la blessure. Parce que, voilà, si on est déconnecté de son corps et qu'on rajoute de la charge, le risque de se blesser augmente. Je pense que la persévérance aussi, c'est un autre élément qui revient. Être vraiment dans une rigueur et savoir qu'il y a des étapes à franchir, que c'est pas évident toujours, que la performance, ça n'est pas linéaire. C'est exactement pareil, en fait, dans un soin, c'est qu'on peut évoluer, il y aura des hauts et des bas, mais on sait qu'il y a un objectif et on essaie de tout aménager pour y arriver. Très bien. Tu penses qu'aujourd'hui, dans la société, on s'écoute pas tant que ça, finalement ? Je pense qu'effectivement, on est dans une société qui est un peu dans une machine à laver, où il faut tout enchaîner très vite. Ouais. Et effectivement, malheureusement, on arrive en fait avec des cabinets médicaux qui sont pleins de personnes qui en fait ont des maux qui sont liés au stress chronique, des personnes qui ont des problématiques physiques, mais en fait qui ne s'expliquent pas physiquement, mais plutôt psychiquement. Et c'est vraiment parce que y a pas
ces temps de pause en fait qui sont nécessaires, c'est parce que stimulation permanente et parce qu'on saute d'une tâche après l'autre, d'une casquette à l'autre constamment sans vraiment prendre ce temps-là. Dans le sport de haut niveau, comme en entreprise, on parle beaucoup de performance, et tu l'as évoqué encore. À partir de quand, selon toi, cette recherche de performance commence à devenir dangereuse pour le mental? En fait, dans le sport de haut niveau, bon, je pense que c'est en train de changer, mais il y a une confusion entre optimisation de la performance, on va dire recherche de performance via la préparation mentale et santé mentale. Et en fait, trop souvent, on prend le raccourci de dire un sportif doit être performant. Un sportif doit être en bonne santé d'abord, en fait. Mm. Et le sport de haut niveau, c'est un facteur de risque pour la santé mentale parce que c'est juste extrême, même si les performances sont magnifiques. Les Jeux Olympiques, c'est un spectacle merveilleux à voir. Mais ce sont des êtres humains qui sont soumis quand même à beaucoup de pression. Et ce sont des pressions qui ne sont pas évidente en fait à gérer et donc à partir de quand ça devient, on voit que ça a un impact vraiment fort, c'est quand ça va impacter en fait le fonctionnement normal de l'individu, quand la performance va commencer à générer on va dire des pensées un peu négatives, quand on va sentir qu'on est un peu plus irritable, quand on va avoir ce sentiment d'être épuisé, d'être vraiment fatigué, quand on va être plein d'inquiétudes, quand on va perdre du sens, etc. Tout ça, ce sont les premiers signaux qui montrent qu'il y a un décalage en fait et que la performance a pris le pas sur la santé. Et bien sûr que un sportif, c'est normal qu'il recherche la performance, mais ça ne doit pas se faire en fait au détriment de la base qui est juste d'être en bonne santé physique comme psychique. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais du regard de l'autre. Là, pour le coup, c'est des signaux que les autres peuvent nous renvoyer. Et parfois, c'est un peu plus difficile de prendre du recul par rapport à soi-même, là, pour le coup. Oui, vraiment. C'est pour ça que ce que je conseille toujours, c'est d'avoir des personnes ressources autour de soi qui sont bien identifiées. Parce que bon, on peut avoir des personnes aussi qu'on aime beaucoup, mais qui ne peuvent pas être personnes ressources pour X ou Y raison, parce qu'elles sont dans un moment de leur vie où elles ne peuvent pas l'être, parce que ça leur renvoie quelque chose qu'elles ne sont pas capables de gérer. Donc c'est bien, même si ce n'est pas un ami ou un membre de la famille, même peut-être d'identifier un médecin, un kiné, notre dentiste, un podologue, peu importe, mais quelqu'un en fait, on sait qu'il n'y aura pas de jugement où, par exemple, si on dit « Oh, ça ne va pas fort en ce moment », la réponse ne sera pas « Oh, mais tu as tout pour être heureux, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas si grave ce qui t'arrive, par exemple. » Donc, c'est vraiment d'essayer de se constituer un peu son staff parce qu'on peut tous être en fait la personne ressource de quelqu'un, finalement. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer à performer au travail comme dans le sport tout en allant pas très bien, voire même franchement mal, intérieurement? On peut, mais ça va pas durer longtemps. Ouais. Ça durera vraiment pas longtemps. On l'a vu avec, je crois que c'était Simone Biles sur les Jeux, je pense, de Tokyo, où elle est partie, du coup, elle n'a pas fait la compétition. Mais parce qu'en fait, elle n'était pas du tout en mesure de le faire. Je pense aussi à une sprinteuse belge à qui c'est arrivé. En fait, elles ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à ce championnat-là, qui est le championnat majeur, pas plus haut, au moins pour ces sports-là en termes de compétition. Et en fait, elle n'était pas du tout disponible psychiquement pour pouvoir y participer. Donc oui, on peut pousser la machine, mais au bout d'un moment, tout ce qui est montré très haut descend, c'est la phase d'épuisement. Et malheureusement, on ne peut pas aller au-delà, quoi. Comment tu fais ça pour vivre après? Tu t'y préparais pendant des années pour participer au JO, t'es là et tu craques. Comment tu fais pour le vivre? Parce que t'as l'impression d'avoir une double punition. Non seulement tu participes pas au JO, mais en plus, t'as fait tout ce travail pour un moment que t'as attendu pendant des années. Et ça doit être hyper difficile c'est à très vivre. compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein de choses qui se passent. En fait, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Déjà d'un point de vue psychique, le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes à ce moment-là, c'est pas évident de se dire là ma santé est tellement détériorée qu'en fait le rêve que j'avais je dois le mettre de côté. Et puis aussi il y a des enjeux pour de plus grands athlètes financiers aussi, d'image de marque, etc. Et donc c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire, parce que non seulement tu peux craquer quand tu es dans une entreprise, ça reste quand même dans une communauté assez resserrée. Mais quand en plus l'événement est médiatisé à ce niveau-là, ça doit être encore plus difficile, là pour le coup,
de gérer le regard de l'autre. Oui, d'où Et un jugement éventuel. Exact. Ah oui, ça complètement. Ouais. Moi, j'avais été interviewée là il y a peu par un journaliste et qui me disait qu'il avait vu des commentaires en ligne qui disaient oh mais je comprends pas pourquoi les sportifs font des burn-out, ils voyagent partout, il y a aucune raison, ils ont qu'à être boulangers, ils verront ce que c'est de se lever à pas d'heure, etc. Et en fait, on pense que parce que on est plutôt bien gaulé et on voyage, que ça va, quoi. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas du tout la réalité. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir vraiment un staff et vraiment des ressources très, très bien identifiées parce que, en fait, si on est entouré de personnes qui évoluent au gré de la performance, vraiment, c'est pas tenable. C'est très dur. Et il y a même une injustice dans ce que tu évoques. C'est très intéressant parce que dans la plus haute performance, ça a l'air facile pour les autres. Et ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Alors, quelque part, c'est bien parce que ça veut dire que c'est bien fait. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on dit, notamment pour les danseurs. Ça a l'air simple, notamment la danse classique, ça a l'air simple. Mais en fait, c'est justement de montrer que c'est simple qui est extrêmement dur. Ouais. Donc, voilà, et c'est vrai que non, de l'extérieur, en fait, on voit vraiment, je sais pas, nous, les athlètes, on s'entraîne énormément pour peu de temps de compétition. Donc, je pense que je sais pas s'il y a un ratio à voir, mais ça doit peut-être être 70% d'entraînement pour 30% de compétition, un truc comme ça. Donc, en fait, le gros se passe en coulisses et tous les jours, c'est différent, quoi. Ouais. Et justement, on parlait de failles dans un environnement où c'est un peu délicat, montrer une faille, où ça peut être mal vu, où ça peut être le signe d'une faiblesse. Quels sont les signaux faibles, toi, que tu conseillerais aux salariés ou aux managers d'identifier, justement, et avec un regard bienveillant? Oui. Alors, effectivement, c'est vrai que le regard bienveillant, comme tu dis, c'est très important. Alors, c'est pas évident, mais c'est pas parce que nous, on vit une situation d'une façon que la personne la vit de la même façon. Et ça, il faut vraiment se le rappeler parce que on n'a pas tous le même vécu, en fait, tout simplement. Et les réactions des uns et des autres, même si c'est la même situation, sont différentes. Donc, la bienveillance, elle est très importante. Le non-jugement aussi, parce que la personne, certainement, se juge déjà elle-même, que de se sentir un peu en difficulté. Donc, je pense que ce qu'il faut, les signaux qui sont importants à identifier, ça va être déjà l'engagement, à quel point la personne, elle s'engage dans les projets, dans les missions qui lui sont confiées, et tout ce qui va être difficulté d'exécution, par exemple un manque d'attention, de concentration, des petites fautes par-ci, par-là, tout ça, la personne ne va peut-être pas le dire, mais il va y avoir moins de précision, etc. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle est en épuisement professionnel, mais ok, il se passe quelque chose et on va juste aller vérifier s'il y a besoin d'ajuster. Et quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir au moment où les choses ne vont pas. C'est la prévention en santé, c'est déjà un soin, et en entreprise, je pense que c'est la même chose. En fait, c'est très important que de ne pas attendre que les choses vraiment soient flagrantes pour intervenir, mais même si on a un doute ou on remarque que la personne est moins souriante que d'habitude, de ne pas hésiter à vraiment aller vers elle et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, finalement. Et là, effectivement, tu évoques les signaux faibles. Et par exemple, on imagine un manager qui est peut-être pas très à l'aise pour aborder ces questions. Est-ce qu'il doit quand même intervenir? Est-ce qu'il peut s'appuyer sur d'autres personnes ressources? Exactement. On a tous, on va dire, nos capacités relationnelles. C'est pas évident quand même que d'aller voir quelqu'un et de se poser pour véritablement lui poser la question ça va, et pas juste ça va au détour d'une porte et chacun continue sa journée. Et puis on n'écoute pas la réponse. Et on n'écoute pas la réponse, exactement. Donc, ça peut être bien d'identifier une personne dans l'équipe aussi qui peut, enfin une ou plusieurs personnes, pour pas que ça repose peut-être que sur une personne cette responsabilité, mais qui est en mesure d'aller vraiment être en relation avec les membres de son équipe, en fait, parce que ça va nécessiter, je pense, un peu de patience aussi, parce que la personne ne peut pas se livrer forcément tout de suite. C'est pas parce qu'on remarque que la personne ne va pas très bien ou que on se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, que de suite elle va tout nous raconter. Il y a des personnes qui peuvent se braquer, des personnes qui peuvent le prendre mal, des personnes qui peuvent ne pas comprendre. Et donc forcément, si on est susceptible et qu'on s'est dit non mais je suis allée le voir, il m'a renvoyé bouler, non. Donc il vaut mieux vraiment confier ça à une personne qui, on sait, on va dire, a le caractère, on va dire, le plus adapté pour aider. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Et puis aussi être dans le respect des besoins exprimés de cette Exactement, personne. tout à fait, Voilà. tout à fait. Quand un athlète se blesse, on arrête, on soigne. En entreprise, quand le mental flanche, on pousse souvent encore un peu plus jusqu'à ce que ça lâche. Donc on tire, on continue encore un peu. Et comment apprendre professionnellement à respecter ses limites? Mhm. Bon, c'est essentiel parce qu'encore une fois, la prévention, c'est le premier soin, le soin le moins cher en plus. Donc, c'est plutôt une bonne chose, c'est le moins coûteux. Euh, bon, avant toute chose, je pense qu'il est important de reconnaître, c'est la connaissance de soi. En fait, on revient à ce que je disais au début, c'est connaître ces insécurités parce qu'elles vont se manifester à certains moments dans le travail. Connaître un peu les stratégies dysfonctionnelles qu'on met en place. Exemple, je veux être appréciée de tous mes collègues. Je dois remplir mes missions du mieux possible et être toujours numéro 1. Je peux pas flancher, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc si on sait déjà qu'on a cette tendance-là, à être sensible au regard des autres ou à avoir des exigences très élevées et un perfectionnisme qui est très excessif, on va savoir dans quel comportement ça va nous amener et ces comportements-là qui vont avoir des conséquences quand même assez difficiles pour nous. Donc vraiment, c'est se connaître et savoir que ce comportement-là m'amène des avantages, m'amène aussi des inconvénients. Comment je peux arriver aux avantages sans avoir tout le lot d'inconvénients qui s'activent avec, quoi. Et tu parles de se connaître, mais toi, en tant que sportif de très haut niveau, est-ce que c'est une démarche, toi, qui t'a été personnelle ou vous êtes accompagné au JO quand vous faites ce genre d'événement? Alors, il y a des psychologues qui accompagnent au jeu. En championnat du monde, pour le moment, je n'en ai pas vu. Si, je dis n'importe quoi. Si, j'en ai vu. Il y a une psychologue qui venait de temps en temps. Pas au début de ma carrière, mais plutôt vers ma fin de carrière. Mais la plupart du temps, on ne le passe pas en équipe de France. En fait, on passe, on court en individuel, en meeting. Et donc, en fait, c'est à nous de constituer le staff. Donc, certains ont un accompagnement avec un préparateur mental, d'autres avec un psychologue clinicien, d'autres avec un psychologue clinicien spécialisé dans le sport, d'autres avec... en fait, on fait vraiment le staff qu'on veut. Donc, c'est une démarche personnelle. Après, les fédérations, donc ça, c'est avec le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport, font du repérage pour voir quels sont les athlètes qui auraient besoin d'un accompagnement psy. Donc voilà, après, est-ce que c'est suffisamment soutenant? Est-ce que quand on remarque que il y aurait besoin, tout est mis en place pour, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'athlète qui le décide parce que la structure ne le fait pas directement, ne l'impose pas. On parle beaucoup de résilience individuelle, mais où s'arrête la responsabilité du salarié pour sa propre santé mentale? Justement, s'il n'est pas forcément trop à l'écoute de lui-même, et où commence celle de l'entreprise? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je suis allée regarder un peu dans les textes de loi quand même. L'entreprise doit garantir un espace qui préserve et qui prend soin de la santé physique et psychique du coup de tous les membres de l'organisation. C'est super important ce que tu dis parce que c'est bien dans les textes pour préserver la santé physique et mentale des salariés. Il y a bien les deux. Il y a bien les deux. Ouais. Il y a bien les deux. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu une révision du texte là il n'y a pas longtemps, il me semble, pour vraiment insister sur le fait que si, il y a la dimension mentale et c'est très important. Après, je pense que c'est un peu comme quand on va par exemple à l'université ou à l'école. Si à la maison, imaginons qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'on n'est pas en mesure de les voir, si au travail ou à l'école, c'est pris en charge et on sait qu'il y a des solutions, ça permet déjà de mettre une première graine en fait. Et je pense que c'est important que ce soit comme un lien en fait finalement. Pour terminer le podcast avec une dernière question, si tu devais garder un seul réflexe ou un rituel, un truc que tu t'appliques à toi-même pour rester en forme et pour préserver ta santé mentale, ce serait quoi le truc, petit tips? Le petit tips
qui coûte absolument 0 €, c'est bien dormir. Dormir. Vraiment, c'est mon sommeil parce que il se passe plein de choses de très bon pour le sommeil. Tout se répare à ce moment-là, que ce soit physique ou que ce soit psychique. Et si on refait le lien tout à l'heure avec la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours plus vite. Et le sommeil, en fait, il y a de moins en moins de place pour dormir, en C'est fait. ça, on sacrifie souvent le sommeil pour avoir un peu plus de temps pour soi. Exactement. Or, est-ce que les fois où on s'est obligé à faire une tâche dans la journée, c'était obligatoire de le faire à ce moment-là? Et si on n'avait pas, est-ce que si on aurait vraiment tout perdu si on avait mis une zone de décompression pour nous-mêmes, en fait? Ouais. Et c'est vraiment, pour moi, voilà, ce qui est très précieux et vraiment aujourd'hui, je suis presque tyrannique avec ça, c'est le sommeil, c'est avoir ses heures de sommeil, c'est connaître ses besoins en sommeil aussi, et vraiment tout faire pour que, on ait un sommeil de qualité. Super, c'est un super dernier conseil. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup, j'étais ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.